Nous allons parler de votre dernier livre, Ferenczi sur le divan de Freud. Auparavant, peut-être vous pourriez nous dire quelques mots de votre parcours. Vous êtes psychanalyste, vous êtes membre de la Société de psychanalyse freudienne. Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu? J'ai démarré par des études de psychologie. Il y a un certain nombre de décennies, je ne dis pas le nombre. Puis j'ai terminé mes études à Paris 7, qui venait, c'était la deuxième année d'existence de Paris 7, où j'ai fait ensuite une thèse de doctorat qui portait sur la forclusion du nom du père, intitulée Forclusion du nom du père, ou Forclusion au pluriel, dans une période où il y avait eu un gros débat autour de la réversibilité, dans l'ambiance lacanienne que des gens de ma génération. J'ai démarré à cette époque-là ma formation, mon parcours analytique, 2 tranches d'analyse, avec des membres de l'école freudienne, puis venu le temps des contrôles. J'ai eu la chance à l'époque de pouvoir travailler dans un service hospitalier dirigé par un médecin-chef qui était un proche de Françoise Dolto, où travaillaient nombre de collègues, tous en analyse, période de grande fermentation intellectuelle, passionnée. Beaucoup de collègues internes, psychologues, sont devenus des analystes, appartenant d'ailleurs à différentes sociétés. Voilà. Puis, au moment où peu après l'obtention de ma thèse, je suis devenu membre de l'école freudienne, en 78, dans une période très mouvementée, peu avant sa dissolution. Voilà, j'ai eu la chance de participer tout jeune au congrès de Deauville, de la Grande Motte. Voilà. Puis, après la dissolution, j'ai rejoint le groupe des Manoni et de Patrick Guyémard, le CFRP, et après la scission du CFRP en 2 groupes, Espace Analytique et la Société de Psychanalyse, je suis membre de la Société de Psychanalyse, où je suis membre associé, et où j'assure depuis un certain temps un séminaire de lecture croisée de textes de Ferenczi, le journal clinique pendant 2 ans, puis l'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort pendant 2 ans, invitant des analystes de différentes communautés analytiques. Voilà. D'accord. Avant d'écrire Ferenczi sur le divan de Freud, vous avez écrit un autre livre consacré aussi, pas seulement, mais à Freud et Ferenczi, Impardonnable Ferenczi, en 2012, c'est ça. Et vous avez aussi écrit des différents articles, j'en ai lu un qui s'appelle « Avec Ferenczi, Freud n'a pas réussi là où le paranoïaque échoue », en 2009, avant. Donc ma première question sera, ce livre, Ferenczi sur le divan de Freud, qu'est-ce que vous avez souhaité introduire de nouveau? En quoi votre approche est nouvelle par rapport à votre travail déjà sérieux sur cette question? À l'origine de ces 2 livres, il y a une série d'étonnements. Granoff pouvait dire que quand on rencontre Ferenczi, on tombe sur Ferenczi et on ne s'en relève pas, disait-il. Alors, il se trouve que dans la société qui était la mienne, j'ai eu pendant 2 ans le secrétariat de ce qu'on appelle la commission d'admission. J'ai eu à faire témoignage de notre travail auprès des collègues, et pour préparer mon exposé, je reviens aux textes fondamentaux de Lacan, les articles des années 55, 58, la direction de la cure, les principes de son pouvoir. Et surprise, je découvre qu'il fait... je m'arrête sur le fait qu'il y a un éloge tout à fait inattendu adressé à Ferenczi. Première surprise, il y a l'allusion à certains textes. J'avais entendu parler des textes de Ferenczi, mais je ne m'étais jamais intéressé à Ferenczi. Je crois même que je partageais un préjugé non repéré des gens de ma génération,
en tous les cas dans une certaine mouvance lacanienne, où Ferenczi était pas fréquentable. Je pense à un numéro 85 d'Analytica, où une analyste éminente parle de l'acte manqué de Ferenczi. Voilà. Je me passionne pour les textes, je découvre les correspondances, les œuvres complètes étaient éditées, c'est-à-dire je me retrouvais dans une position avec un matériau précieux dont Lacan ne pouvait pas bénéficier à l'époque où il parlait de Ferenczi. Mais ça ajoute une deuxième énigme. Pourquoi cette scotomisation de Ferenczi? Deuxième surprise, après l'éloge, la critique de Ferenczi arrive très vite sous la plume de Lacan. Donc, cette énigme m'a piqué au vif de mes connaissances. C'est mes connaissances qui perdurent. Je vous en donne un exemple. Un éminent collègue, analyste réputé, qui me demandait quel était l'objet de mon livre. Et je lui dis, l'analyse de Ferenczi sur le divan de Freud. Il me dit, oui, il y a eu une analyse, ça on sait, mais il n'y a pas eu de divan. Et je me suis aperçu combien de la pérennité du fait qu'on a tous des connaissances parcellaires, fragmentaires de Ferenczi, mais qu'on n'a pas une approche, il manque une tentative d'approche plus globalisante, plus synthétique. Voilà. Ce faisant, je rentre un peu dans les textes de Ferenczi, dans les correspondances, et je bute sur une nouvelle énigme. Comment, en 1932, ce grand analyste, évidemment, le père de la psychanalyse, Freud, peut à ce point passer à côté de la richesse de confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Alors, je cherche, je m'aperçois qu'en amont, en 24, il y a une crise, mais qui renvoie à un malentendu initial qui frappe en 1910 avec l'épisode de Palerme, tout ça me renvoyant, d'où votre interpellation. Vous savez que cette phrase, Freud dit « j'ai réussi là où le paranoïaque échoue », c'est la phrase qu'il adresse à Ferenczi, qui lui reproche de ne pas avoir voulu lui parler de ce qui s'était passé à l'aube de la naissance, au temps de la naissance de la psychanalyse, ce qui s'était passé dans sa relation passionnelle à Fliess. Je suis d'autant plus intrigué que je m'aperçois que dans l'histoire du mouvement, contribution à l'histoire du mouvement analytique, en 1913, Freud parle de toute sa trajectoire, et il y a un blanc, il y a un nom qui manque, c'est tout ce qui s'est passé sur une quinzaine d'années de très fort, de très passionnel, avec mon hypothèse que les impasses de cette relation, les blessures liées à cette relation, qui touchaient à ce qui avait poussé Freud à son auto-analyse, demeuraient un chapitre interdit, censuré. Oui. Ça a été l'objet de mon premier livre. Oui. Puis, plus récemment, je voulais quand même revenir à mes premiers amours, à mes premières questions, qui étaient qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il est advenu de Ferenczi chez Lacan, puis chez les élèves de Lacan, qui perdurent, si on suit Granoff, qui dès 1958 relève ce phénomène, cet évitement où l'on tient Ferenczi et son œuvre. Et je m'apprêtais à travailler les textes de Lacan, d'un certain nombre d'élèves de Lacan, un travail qui me passionnait. Et puis, reprenant, j'avais beaucoup de pages déjà écrites, et reparcourant tout ça, je suis intrigué par cette affaire de l'analyse de Ferenczi. J'avais travaillé un certain nombre d'années sans m'attarder, en repérant, mais sans m'attarder comment ça se passe, mais comment ça démarre, quelle est la première demande, à quel moment ça se termine. Et je m'aperçois que ce travail n'a jamais été fait. Oui. Donc, j'avais un premier titre de livre qui était déjà accepté par l'éditeur, et tout d'un moment, je lui dis, il me dit, mais il y a 2 livres maintenant. Donc, j'étais obligé de réorienter le travail, ce
ce dont je rencontre dans mon mode d'écriture, où il y a de la surprise, et c'est mon propre étonnement et mon cheminement qui donne une dimension un petit peu d'enquête ou de roman policier, comme on me l'a parfois dit. Qu'est-ce que vous avez vraiment privilégié dans l'analyse de Ferenczi avec Freud? Alors, j'avais démarré mon premier livre sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé en 1932 pour qu'il y ait une telle dimension de surdité qui surgisse entre ces deux hommes qui ont entretenu sur un quart de siècle une correspondance et une passion? C'est évident que le premier analyste, c'est aussi la thèse de Granoff, c'est Ferenczi. C'est le premier praticien à interroger l'analyse en analyste, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Freud reste bien évidemment le père de la psychanalyse. Donc, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir comment le malentendu final, ce que ce malentendu terminal pouvait devoir aux avancées, aux impasses, ou au destin de cette cure qui était tout à fait inaugurale. C'est une cure dont on sait qu'elle est... Enfin, que Freud a pu dire votre cure est finie, mais elle n'est pas terminée, et il a laissé là Ferenczi en plan. Content, il le dira en 1937, dans Analyse avec fin, Analyse sans fin, qu'il compte aussi sur ce qui va se poursuivre une fois l'analyse finie. Elle n'est pas terminée, il y a un travail, la trajectoire continue. Donc, mon souci était d'essayer de reconstruire le moment où s'impose cette demande de cure qui avait quelque chose de tout à fait inédit, totalement nouveau, qui n'était absolument pas pensé. C'est quand même au terme de cette aventure-là, en 28, que l'analyse approfondie de l'analyste est posée comme une seconde règle fondamentale. Ça, c'est du Ferenczi. Donc voilà, il y a eu la tentative de cette reconstruction qui me semblait avoir une importance dans l'histoire même de la psychanalyse, et dans l'histoire de la psychanalyse, c'est aussi l'histoire des idées et du début du siècle, de notre XXe siècle. Freud, dans Analyse avec fin, Analyse sans fin, va évoquer, sans nommer Ferenczi, le cas pour démontrer que l'analyse n'a pas de fin, qu'on n'est jamais assuré de ses suites, qu'une analyse réussie ne met pas à l'abri de rechute ou de retour des symptômes. Il prend l'exemple d'un homme qui avait fait un parcours analytique remarquable, qui était devenu un maître, un enseignant, qui était respecté et qui aurait été l'objet et envahi par un retournement intérieur qui fait de lui un paranoïaque dans la plainte. Ce que Jones et d'autres se feront un plaisir d'exploiter. Et Freud a le culot, mais il avait d'autres chats à fouetter, il était épuisé, c'était un vieil homme, la situation politique de l'Europe était particulièrement préoccupante. Freud note sans cause extérieure. Il ne s'est rien passé. C'est la pathologie interne, c'est un processus intrapsychique du pauvre homme de ce pauvre analysant qui n'est pas nommé dans la séquence. Donc j'ai voulu reconstruire, retrouver. Et pourquoi j'ai abordé cette affaire avec passion, c'est que ce qui est posé, l'enjeu, c'est le devenir analyste, c'est le devenir et rester analyste, qui à l'époque n'était absolument pas pensé, réfléchi. Il n'y a pas de débat de doctrine. Il y a des mesures institutionnelles, la création d'un institut de formation, des règles de formation, mais la pensée de l'analyse de l'analyste n'est pas pensée. Voilà.
le plus énigmatique dans cette cure, mais ça je le découvre, c'est pour ça que j'hésitais, je cherchais mes formules, c'est que cette analyse, il y a un schéma qui est fait. Bon, d'abord, on doit dire que cette analyse, elle était radicalement impossible. Il n'y avait pas de cadre pensé pour cette analyse. Ce sont des gens qui se côtoient, qui mangent ensemble, Freud intervient dans la vie privée tout ça, c'est la vie privée de Ferenczi, tout ça c'est connu. Mais le plus extraordinaire, c'est que Ferenczi sort un petit peu entamé par cette cure. Il en tombe même malade. Il somatise, il est hospitalisé au Sommering pendant 2 ou 3 mois. Et néanmoins, alors qu'il est mécontent tout de même de la façon dont il est traité, pour autant, il n'y a pas la moindre plainte à ce moment-là. Ce sera un élément de l'énigme. Il n'y a pas de plainte. Voire même en 22, il réussit à dire que, au fond, même non terminée, son analyse a produit une mutation à l'intérieur. Il dit, je suis maintenant, c'est le désir d'affronter mon destin. Il parle du sevrage, il parle de la solitude qui est désormais la sienne et des questions qui l'animent. C'est-à-dire, il peut dire au vieux Freud, mon désir maintenant, c'est de réviser les expériences, de réviser et de compléter le savoir-faire, les expériences et le savoir-faire ancien. Il annonce ce programme, son analyse est peut-être pas terminée, mais les mal-donnes de son analyse, et il ne pouvait pas en être autrement, devient la source d'un questionnement analytique, novateur et d'une richesse dont on n'a peut-être pas encore pris la mesure. Alors, deuxième temps de l'énigme, Ferenczi, à ce moment-là, est tout à fait heureux de ce qu'il a bien. Il a réglé ses problèmes conjugaux, il travaille, il est reconnu. Et néanmoins, à l'approche des années 1930, c'est là où va surgir une plainte persécutive pour Freud, quand Ferenczi, vous n'avez pas mené à son terme mon analyse, vous n'avez pas analysé le transfert négatif, les éléments négatifs. Mais pourquoi la plainte surgit avec un contretemps d'une dizaine d'années? Qu'est-ce qui s'est passé? Sans cause extérieure, dit Freud? Non. Oui, sans cause extérieure, comprise par Freud, entendue par Freud. Alors, il faudrait faire un travail sur l'analyse de Freud ou la part de Freud. Mais je crois, c'est l'hypothèse de mon livre, une tentative un peu, je fais un long détour pour tenter de répondre à votre question. Ferenczi va travailler. Il prend immédiatement, il fait ce qu'il avait dit en 22, il révise avec l'aide de Rank. Ils écrivent un livre qui est un pamphlet contre l'analyse classique, où on dénonce la neutralité de l'analyse, le tout pouvoir de l'interprétation. L'interprète, c'est plutôt l'analysant que l'analyste. Ils dénoncent les modes de formation, c'est une pierre dans le jardin des gens de l'Institut. Si je souligne ce point, les lecteurs qui connaissent feront le lien avec ce qui s'est passé dans l'histoire de Lacan, bien évidemment. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Ferenczi, va produire des avancées théoriques, militantes, sur la formation, politique. Il est le fer de lance du combat en faveur de l'analyse laïque. Mais ce qu'il propose comme les révisions qu'il propose font l'objet d'un rejet massif des collègues qui se sentent un petit peu malmenés, qui dénoncent le risque de mise à mort de la psychanalyse. Freud est obligé Freud qui invite les gens à la modération est obligé de se ranger du côté des tenants de l'institution. Son premier souci, c'est la cohésion de la communauté analytique internationale.
de l'IPA. Première blessure, Ferenczi a du mal à s'en remettre. Il élabore, il travaille. Il part aux États-Unis, plusieurs mois, soutenir les laïcs, les non-médecins qui tentaient de faire reconnaître leur droit à la pratique analytique, à la formation et à la pratique analytique. À son retour, bien évidemment, Ferenczi ne se fait pas que des amis aux États-Unis. Les analystes américains qui avaient pris une place majeure dans l'IPA. À son retour, Ferenczi est reçu froidement. Freud qui lui dit « Je ne peux compter que sur vous, sur cette orientation de l'analyse, sur la non-médicalisation de la psychanalyse, mais pour des raisons politiques, il faut céder du terrain. » Ce que Ferenczi, par tempérament, ne peut pas faire. Les déconvenus politiques, les présidences qui lui reviennent, dont on ne cesse de lui dire la présidence de l'IPA qui lui revient, il ne la connaîtra pas. Et à partir de là, il y a une zone de repli sur sa recherche, et ça devient une recherche quelque peu solitaire, même s'il a un cercle d'élèves à Budapest. Mais le plus terrible, c'est qu'il va produire quelques avancées majeures. Par exemple, quand il dénonce une analyse qui tire trop du côté de l'analyse du moi, qui prend trop en considération le fantasme au détriment de la prise en considération du traumatique. Il propose des avancées. Freud, malmené par des collègues qui lui disent « Attention, c'est un retour à la neurotica qui a signé pourtant, dont l'abandon a signé la naissance de la psychanalyse », Freud reste rétif. Deuxième point, Ferenczi pose la question à Freud, est-ce qu'il n'y aurait pas une seconde fonction du rêve? Au rêve comme accomplissement de désir, est-ce qu'il n'y a pas une seconde fonction, une fonction d'aménagement du trauma, des rêves qui répareraient le trauma? À ces questions scientifiques, c'est-à-dire Ferenczi qui dit, bon, la politique c'est terminé. La direction du mouvement analytique c'est terminé pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de radicaliser, fondamentaliser la recherche, le débat de doctrine. Et Freud ne cesse de répondre à côté, ou de ne pas répondre. Je crois que ce qui va effondrer Ferenczi, c'est qu'à ce moment-là, il n'a plus d'interlocuteur. Il n'a plus... Si en 22, il était à ce point heureux, impétueux, beaucoup d'élan, c'est qu'il avait fait deux rencontres importantes. La rencontre de Grodek, qui lui ouvre une voie du côté de la biopsychanalyse, c'est un de ses thèmes, et la rencontre d'une Française, Eugénie Sokolnika, qui là, en deuxième analyse, une femme que Freud avait eue en analyse et qu'il détestait, que Freud détestait, une femme que Freud détestait. Et avec cette femme qui a une personnalité quelque peu quérulente, paranoïaque, elle est la première à avoir dit à Ferenczi, mais écoutez, moi je veux bien continuer à parler, mais si vous ne me dites pas qui vous êtes, ce qu'il en est de votre désir, c'est-à-dire une ébauche de ce qu'on appellera plus tard l'analyse mutuelle, qui a été une expérimentation hasardeuse qui n'a jamais été instituée en technique par Ferenczi lui-même. Je crois que la plainte surgit quand Ferenczi, qui est par ailleurs talonné par la maladie, par l'anémie de Pirmer qui va l'emporter, se retrouve là où il survivait, c'était dans la gestion de sa recherche, mais comme pour chacun d'entre nous, notre parcours analytique après le divan nécessite qu'il y ait quelques autres, pour reprendre la formule de Lacan. Pour Ferenczi, fondamentalement, cette dimension des quelques autres a très vite chuté. Il n'y avait plus qu'un autre, qui était Freud, et cet autre ne pouvait pas le soutenir. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots de plus, justement, sur ces quelques autres? Grodek, ces deux femmes dont vous parlez,
Et est-ce que vous envisageriez de donner une suite, de réécrire quelque chose en approfondissant ces questions-là? Pour ma part, mon désir, c'est d'en finir un petit peu avec Ferenczi. Je m'explique. Ferenczi, aujourd'hui, on le lit, on peut le lire, mais on le lit souvent à travers le filtre winnicottien ou à travers Bion, très souvent. Oui. Et cette lecture me paraît, elle a sa légitimité, mais elle ne répond pas à ma propre sensibilité. Je crois qu'il faut continuer maintenant de lire Ferenczi avec Lacan, mais pourquoi pas de lire aussi Lacan avec Ferenczi. Un certain nombre d'auteurs, je pense à Pierre Aulagnier, je pense pourquoi pas à André Green, des gens qui ont mis le cœur de leur recherche autour de la question de la figurabilité. C'est-à-dire, là où il y a trauma, il y a une défiguration dans le champ de la représentation, avec ses effets désubjectivants. C'est du côté de ce champ de recherche que, si je devais poursuivre, je m'orienterais. La question des quelques autres, quand même, ça pose la question de la formation analytique, qui ne se réduit pas à l'expérience personnelle de l'analyse et des contrôles. Il y a aussi le travail de pensée qui, dans un deuxième temps, il n'y a pas de pensée et de transmission. Pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait de la part de chaque analyste un travail de pensée. Et ce travail de pensée ne peut pas être un travail solitaire. Il y faut une communauté. Et dans cette communauté, si on ne veut pas idéaliser la communauté, il y faut quelques interlocuteurs.